Quelques endroits inusités aussi pourraient leur servir d'abri comme à l'intérieur de nos bâtiments. Mais vous allez bien observer à tous les points d'eau, dans les coulées, dans les ravins. Ces endroits sont généralement un peu plus humides. Des fois, il y a des ruisseaux à ces endroits. Donc, ça va être des endroits surveillés aujourd'hui. Quelque chose que vous allez remarquer, c'est que nos cervidés, ils ont en ce moment, les mâles, des bois qui sont à leur pleine grosseur. Et pour certains, déjà les bois nus. Donc, le velours peut être tombé, pas toucher toutes les espèces. Mais chez les wapitis et chez quelques caribous. Les premiers entrés en période de rut ici sont les wapitis. Et pour eux, la période de reproduction est déjà commencée. Il n'y a pas encore de femelles en chaleur. Mais on en a remarqué les premiers signes de cette période de reproduction. Tant que les bois de cervidés sont en croissance et sont recouverts de velours, dessous il y a des vaisseaux sanguins qui amènent des éléments nutritifs jusqu'au bout des bois. Des bois pendant cette période qui sont sensibles, mais la croissance des bois terminée cesse d'être irrigante, d'être sensible. Le velours sèche, ça tombe. Une fois les bois nus, la reproduction peut commencer. Et les mâles qui ont les plus beaux bois pendant cette période sont ceux qui ont le plus de chances de s'accoupler. Pas parce que c'est les plus beaux, plutôt, parce que ça va indiquer aussi aux femelles qu'ils ont affaire à des individus matures et en bonne santé. Les bois, là, Je viens de vous parler de cervidés, mais le premier animal qu'on va voir, c'est un ours noir. Il va être très près. Vous allez en profiter, c'est un très gros mâle. C'est mon favori en plus, celui-là. Il est plus petit. Il y a un bison aussi sur la gauche. Au loin, dans la pente, un de nos gros mâles qui vit en solitaire. Plus imposant que les femelles, la tête plus large et plus foncée. Et ici, des bisons d'Amérique, plus spécifiquement des bisons des plaines. Et là, on va aller voir l'ours qui est proche avant qu'il s'éloigne. Parce que je pense qu'il ne longera pas le train. Le plus petit des ours nord-américains, l'ours là-bas au noir. fond. Là-bas au fond, ouais. Ouais, là-bas au fond. On en a des gros ici. On les nourrit bien, ça diminue la prédation, ça va les rendre tolérants envers leurs congénères, d'autres espèces, envers nous. Ça va les apprécier dans les sentiers de la nature. Pour l'ours, aucun préjudice, il s'endort plus gras, passe mieux l'hiver, peut vivre plus longtemps. En fait, ils Et donnent nos des femelles, chevaux si aux on leur en autres. donne la chance, nous donnent des portées plus nombreuses et plus fréquentes. Contrôlons les naissances ici. C'est avec fierté que Phileas Tremblay contemple ses champs aujourd'hui. Voilà plus de 30 ans qu'il s'est installé dans ce coin de pays. 30 ans de dur labeur, à défricher, dépierrer et labourer la terre. 30 ans à construire maisons, étables, granges, remises, fours à pain et poulailler. Surtout le poulailler. C'est cette petite cabane très simple qui abritait la famille au tout début, en attendant le vrai confort. Bêcher le jardin, prendre soin des bêtes, creuser le puits, dresser les clôtures. Ça fait bien 30 ans de sacrifice, de persévérance et de débrouillardise. Enfin, les années de misère et d'isolement ont fait place à un certain bien-être, à plus de sécurité et de prospérité. Voilà des efforts bien récompensés. Il y a un ours noir qui longe en ce moment l'enclos du petit cochon sur la droite et qui aimerait bien qu'il n'y ait pas de clôture. Ce que contemple Phileas, c'est le rêve d'une vie. Depuis toujours, ce même rêve a poussé des millions de personnes à tout laisser derrière elles pour partir vers des contrées nouvelles, riches et prospères, vers le nouveau monde. Ne cherchez pas le petit cochon, il est rentré. Mais l'ours, encore visible pour les premiers à l'avant. Au 19e siècle, tous ces gens sont en quête d'un même idéal. Une parcelle de terre qui les fera vivre et assurera un avenir meilleur à leur descendance. Pour s'établir, Phileas n'a pas hésité un instant. Il a pris le bois des forêts, l'eau de la rivière. Il s'est nourri des bêtes sauvages qu'il a chassées. Et après lui, des dizaines d'autres familles sont venues s'installer dans les environs pour en faire tout autant. Bientôt, dans les rangs, les villages et dans toute la région, des milliers de personnes ont pris possession du territoire. En quelques dizaines d'années,
la forêt boréale sauvage, dense et À vos vierge pieds. a été transformée. Ah, il est là-bas. On a un ours noir dans une flaque d'eau à nos pieds, sur la gauche. Et lui, il n'aura pas le temps de partir. Peut-être qu'on peut se lever quelques instants, surtout si on est du mauvais côté. On se rassira après. C'est le troisième beau mâle que je vois. Donc jusqu'à date, on a vu des gros ours noirs. Je voulais vous en montrer deux, mais qui sont partis, que les premiers ont peut-être pu voir, mais pas les derniers. C'est toujours une question d'hasard. On a peut-être pu un peu observer la démarche de l'ours. Il est plantigrade, il appuie la plante de ses pieds au sol. Pas très haut sur pattes et rondouillet normalement. Le premier qu'on a vu était peut-être un petit peu plus haut sur pattes que la moyenne. C'était le cas de mon favori. En passant, il était peut-être un petit peu plus élancé que la moyenne des ours aussi, parce que pour un mâle qui est pas mal vieux, comme celui-ci et le premier qu'on a vu, habituellement sont plus rondouillants. Les ours mâles atteignent leur pleine grandeur vers 5-6 ans. Jusqu'à date, on a vu des ours qui avaient leur pleine grandeur, mais en vieillissant, ils s'étoffent encore un peu, donc ils prennent encore un peu de poids. Celui qui était dans le ravin et le premier sont un peu plus vieux. Plus entre 10 et 15 ans, et plus proche du 15. Donc, est-ce un animal rapide? Et je vous signale qu'ils vont encore prendre du poids avant d'hiberner. On ne les classe pas parmi les mammifères les plus rapides, mais ils peuvent quand même faire une pointe de vitesse à 55 km/h. Je me ferai rattraper. Et à mon avis, je ne serai pas la seule à bord du train. Vaut mieux se méfier, ils peuvent courir plus vite qu'on pense. Quelques signes de présence de bison et on regardera un peu plus loin sur la gauche pour repérer ou revoir un peu celui qu'on avait vu tout à l'heure. On a peut-être un cerf de Virginie aussi ou deux du côté de la mangeoire à l'avant, côté droit. Il y a des trappes de sable ici, faites par les bisons. Ils s'y roulent au printemps pour se débarrasser de vieux poils, durant tout l'été aussi pour acquérir une couche de poussière qui les protège contre le harcèlement des insectes. C'est de la boue, c'est encore mieux. Il n'y a pas tellement de précipitations dans leur milieu naturel des prairies, donc la plupart du temps, ils se contentent de la poussière. Donc on regarde côté droit, du côté de la mangeoire, pour voir quelques-uns de nos cerfs de Virginie. C'est le plus petit des cervidés canadiens. On les appelle bien souvent chez nous des chevreuils, mais les vrais chevreuils, ça vient en Europe ou en Amérique. Est-ce que vous le saviez? Les mâles, ils ont des bois, les femelles n'en ont pas, on les appelle des biches. Le petit, on les appelle comment? Des phares. Si vous avez répondu Bambi, vous avez raison aussi, parce que Bambi, c'est un phare. Maintenant, on peut remarquer qu'ils ont un pelage brun roux, mais certains, entre autres parmi les mâles, sont en train de faire d'acquérir leur fourrure d'hiver. Il leur arrive vite chez nous. Là, il fait très chaud aujourd'hui, mais les nuits commencent à être fraîches. Et ils sont un peu chauds, nos animaux. La fourrure d'hiver est constituée de deux sortes de poils, un long protégeant des intempéries, un court qui garde la chaleur. Ça porte des noms, ces poils, et l'on appelle ça déjà les cours de labour ou du duvet. Une femelle ours très âgée, sur la droite, elle doit avoir pas loin de 30 ans. Le bison mâle de belle taille, à ma hauteur à peu près. On va peut-être le revoir encore mieux en se retournant tantôt quand on va être un petit peu plus loin sur la route. Et je viens de voir un très jeune ours à l'avant de moi sur la droite. Il n'est pas très gros celui-là. À mon avis, on a un ours de l'année qui doit avoir à peu près 6 mois. Et je pense que je viens de voir pour la première fois de la journée des wapitis femelles à l'avant de moi. Ça vit entre 10 et 15 ans, un ours noir en nature. Il y a un cerf de Virginie qui vient de bondir à cause que le jeune ours qui est dans les fougères qui sont devant moi, il devait être couché, ce jeune cerf de Virginie, parce qu'il ne semblait pas très gros. Peut-être même un fan. On va vérifier quand même. Pour ce qui est du bison, c'est le moment de regarder. Côté gauche. Les mâles peuvent vivre en solitaire, peuvent vivre en petite harde de mâles dès qu'ils sont adultes, dès qu'ils ont 3 ans. On peut les croiser en compagnie des grosses hardes, mais qui sont constituées quand même principalement de femelles et de jeunes. Surtout quand on est en période de reproduction. J'ai perdu le jeune ours au travers de ses fougères aigles communes sur la droite. C'est pas inintéressant pour un animal de s'y installer. Cette plante, elle pousse bien, hein? Elle a des toxines qui éloignent les autres plantes. Mais ce que je trouve peut-être un peu plus intéressant, personnellement, c'est que ça éloigne aussi quelques moustiques. Donc un animal qui s'y installe s'y fait moins harceler. Ce qui est important pour les animaux, c'est peut-être de ne pas la manger, par contre, la plante. Ça serait pas Il y en a un là-bas, un ours.
Des wapitis, on en voit sur notre gauche. J'ai vu un mâle marquer son territoire quelque part sur la gauche, alors on regarde bien. C'est un gros cervidé, le wapiti, c'est le deuxième plus gros dans le monde, deuxième plus gros au Canada aussi. L'animal est superbe, les poils mâles peuvent être magnifiques. Ça peut mesurer jusqu'à 1,75 mètres de long, 1,2 mètres d'envergure. Long, lourd et pointu, une arme redoutable quand c'est temps de la reproduction. Et on est en période de rut pour cette année. Pour y remarquer la tache jaunâtre entourant la queue des wapitis, aussi les Amérindiens de Langchanny l'ont bien vu, dans leur langue wapiti veut dire croupe blanche, ou si vous préférez, fesse blanc. J'ai mentionné qu'on avait commencé à observer des signes comme quoi la période de reproduction était commencée. Premièrement, un gros mâle vient de rejoindre les femelles. Normalement, on ne les voit pas avec les femelles tant que ce n'est pas la période de reproduction. Les jeunes, oui, mais pas des gros comme celui-ci. Ils marquent leur territoire en ce moment pour attirer les femelles en frottant leur tête où ils possèdent des glandes, au sol, sur des arbustes, sur des arbres, laissant des odeurs. Ils ont le cou gonflé pour mieux supporter les bois et les combats qui sont leur lot en période de rut. Et ils se sont parfumés pour la plupart pour attirer les femelles en s'urinant directement dessus ou en faisant des grattages, en urinant dedans et en s'y roulant. Tout ça pour plaire aux femelles. Mesdames et mesdemoiselles, le parfum vous plairait? Pas sûr, hein? Ça plaît aux femelles au appétit, à d'autres femelles cervidées, et à ce qui paraîtrait s'active même l'ovulation des femelles. Quant à vous, messieurs, je ne voudrais pas vous rendre jaloux, mais chez cette espèce, un mâle mature, en bonne santé et chanceux, peut espérer se faire un très gros harem, et ça peut aller jusqu'à une trentaine de femelles. Maintenant, on va être réaliste, pas toujours autant. Ici, le mâle dominant devra se contenter d'environ une quinzaine de femelles, mais c'est pour bientôt. J'ai oublié de vous dire qu'il y aura fort à faire pour le conserver. Dans l'art qui regroupe ses femelles, afin que d'autres mâles n'en profitent pas, il y a des jeunes comme celui-ci, qui a juste 2 ans à l'avant, qui pourraient quand même être intéressés, mais pas assez fort pour se faire un harem. En plus de regrouper ses femelles, il va devoir repousser ces jeunes mâles, qui pourraient même être un peu plus gros. Il peut être en combattre d'autres de sa taille, déterminés à s'accaparer son harem, tout ça en oubliant de bien s'alimenter. La période de reproduction s'achèvera, ils auront perdu beaucoup de poids. L'hiver va arriver, ça ne sera pas une période facile pour ces gros mâles qui sont des reproducteurs. Je suis à peu près sûre que vous n'avez pas regardé côté droit, mais il y avait un canard colvert. Le canard colvert, on l'appelle bien souvent le malard. On ne se trompe pas, mais on fait un anglicisme, son nom en anglais. Je mets un enregistrement continu. Eh bien, j'ai vu plus de wapitis là que dans toute la journée parce qu'on a eu beaucoup de misère à les voir aujourd'hui. On est veillé à pied. Il y a sur la gauche des ours grizzly, un mâle et une femelle très âgés, à peu près une trentaine. Et ici, un habitat de retraite qui sert justement à des vieux ours, donc la contention y est légère. Grizzly et Kodiak, ce sont des ours bruns, des sous-espèces d'ours bruns, 2 populations de grizzly en Amérique du Nord, une qu'on retrouve plus au sud, plus à l'intérieur des terres, entre autres du côté du Wyoming et du Montana, où les individus sont plus petits que dans l'autre population, qu'on retrouve plus au nord, plus près des côtes. Ceux qui vivent près des côtes mangent beaucoup de saumon, un aliment riche en protéines. Ça peut les aider à être plus gros. Quand on est plus gros, on est mieux adapté aussi pour combattre le froid. La femelle, en ce moment sur ma gauche. La femelle ou pas? Tant qu'il se retourne. C'est bien la femelle parce que le mâle est à l'avant de moi. Ils sont plus gros que les ours noirs, leur tête est plus large, ils sont plus musclés, la bosse sur les épaules est caractéristique de cette forte musculation. Au niveau de la tête, le front est un peu plus bombé et le museau légèrement retroussé, ça c'est plus droit chez l'ours noir. Et surtout, les grizzlies ont de très longues griffes, qui ne sont ni rétractiles ni protractiles, qui ne peuvent ni rentrer ni sortir. L'ours noir a des griffes plus courtes. Semi-protractiles. En faisant un effort, ils peuvent les ressortir un peu. Seul l'ourson chez le grizzly est imposable, alors que chez l'ours noir, les adultes demeurent capables de le faire, même s'ils le font de moins en moins souvent en vieillissant. Surtout les femelles, car vient un temps pour les mâles. Leur poids les attire plus vers le bas. Ils sont plus gros que les femelles, et les grizzlies plus gros que les ours noirs. Là, on a des bisons de chaque côté de nous, un mâle sur la gauche. Le reste du groupe ici sont des femelles et des jeunes. Jeunes, appelez-vous bisonneaux tant qu'ils n'ont pas 2 ans.
Naissent avec un pelage brun roux, mais ils ne conservent que 2 mois à 4 mois. Ils sont aussi foncés que les plus vieux. Et il y en a qui n'ont plus ce pelage de nouveau. On va peut-être avoir encore des naissances par contre, parce qu'il y a des naissances au printemps, en été et en automne chez cette espèce. Et les femelles, qui ont eu un petit l'automne dernier, n'ont pas pu se faire accoupler. Cette année, elles ne mettent pas bas. Donc 2. Bisonneaux, pour 3 ans, pour une même espèce, pour une même femelle, chez cette espèce. Leur pelage brun-roux leur sert de camouflage, assez petit, avec la terre, le sable, les hautes plantes herbacées des prairies, brunis par le chaud soleil d'été. N'empêche qu'ils sont précoces, une demi-heure après leur naissance, ils se tiennent debout. 3 ans plus tard, ils suivent leur mère dans ses déplacements. Leur mère qui va les reconnaître à l'odeur, et ceci même à travers une harpe de plusieurs centaines de têtes. Donc l'odorat de cet animal plutôt développé. Gardez votre regard côté gauche. Au ras du sol pour y repérer le petit rongeur, donc celui qui n'est pas très loin, là, sur la gauche. Ce sont des chiens de prairie, plus spécifiquement des chiens de prairie à queue noire. Ils vivent en colonie de plusieurs centaines d'individus. Notre colonie est plus petite. L'activité principale de ces petits rongeurs, c'est de s'alimenter. Mais les guetteurs, on en voit encore plus loin qui font le guet, et un qui s'alimente tout près, sont plus faciles à repérer. Ils s'assoient, le corps dressé, installés de préférence sur un petit monticule de terre. S'il y a du danger, ils émettent des cris. Tout le monde se précipite vers les terriers. Quelques individus plus éloignés de la menace vont rester pour surveiller alors que les autres vont s'abriter. Un des avantages de vivre en colonie. Car pendant que certains surveillent à plusieurs, il y en a toujours pour le faire, les autres ont un court moment pour vaquer à d'autres occupations. L'hibernage du Canada tout près, je viens d'entendre un plus vieux qui dire qu'il y en a certainement dans le coin. Je ne les ai pas repérés. Il y avait des goélands avec cerclés la plupart du temps à l'intérieur des tentes. L'hibernage du Canada, on les appelle bien souvent des outardes. Le nom est commun au Québec. Mais ça existe, des vrais outardes. Près d'une vingtaine d'espèces dans le monde. Aucune ne vit en Amérique. Le mot veut dire oiseau volant. Ils sont non pas les plus rapides dans le groupe des oies et des bernaches. Bonnet neige, d'ailleurs, qu'on voit fréquemment en sa compagnie, est plus rapide. Il y avait un canard aussi sur ce plan d'eau. J'ai pas vraiment pris le temps de l'identifier. Le problème, c'est que ça va tout boum boum boum. Ça, c'est difficile. Ah ouais, ça va tout hacher. On regarde de chaque côté pour voir des loups gris. La coloration de la fourrure du loup gris peut varier du blanc au noir. Les clairs vont se retrouver plus au nord où ils vont beaucoup mieux se confondre avec la neige. Plus près des côtes, plus d'individus peuvent avoir du brun roux dans la fourrure. Côté gauche, les loups que vous devriez repérer devraient être presque blancs. Ce sont des loups arctiques. Le loup arctique est une sous-espèce du loup gris. Lui, il a carrément. Côté droit, la plupart devraient être foncés, certains presque noirs en hiver, mais un pelage plus terne en été. 3 dans les couleurs aussi les plus courantes pour le loup gris, ça devrait être les plus clairs ici. Ça veut dire différents tons de gris et de blanc, avec quelques poils peut-être tirant sur le beige ou sur le jaune. 2 femelles et l'ancien mâle dominant. Les loups maintenant sa vie en meute, une meute qui est basée sur une véritable hiérarchie. L'âge, le poids, la force et l'agressivité va déterminer les dominants. Un mâle et une femelle, appelés aussi mâle et femelle alpha. C'est les seuls loups de la meute qui s'accouplent, mais toute la meute s'occupe de l'élevage des louveteaux. L'été, les loups, à cause des louveteaux qui naissent en mai, généralement, mais plus au nord, ça peut être en juin. Les loups sont plus sédentaires, ils restent plus proches de leur tanière, se contentent bien souvent de nourriture plus légère aussi. Mais dès le mois de septembre, les jeunes sont devenus assez grands pour suivre les plus grands. Les loups redeviennent nomades, ça leur permet de suivre le gros gibier, de s'y attaquer. Et une proie de choix pour des loups en boréalie, le caribou. Il y a même une belle association entre les deux espèces. Les loups s'attaquent aux plus faibles. De ce fait, contribuent à garder ces grandes hardes d'herbivores en bonne santé. Vous regardez à peu près à ma hauteur, sous les arbres. Je sais qu'il y a un loup là. Je ne vais pas dire lequel. J'ai vu du poil. Je ne l'ai pas reconnu. C'est à peine si on peut remarquer qu'il y a un loup à cet endroit. Le nombre de loups dans une meute varie selon 2 facteurs. La taille des proies qu'ils chassent et la capacité du sport des habitants. Plus ils chassent des proies de grande taille,
il y a des chances que la meute soit imposante. Ouais. Il veut checker le repas. Mais il faut aussi que l'habitat soit riche au point de vue alimentaire pour être en mesure de nourrir une meute nombreuse. Côté gauche, on voit des loups arctiques. Eux autres, on va bien les voir. Il y en a au moins 3 sur-dessus de la baie. Leurs oreilles sont un petit peu plus courtes que chez les autres sous-espèces de loup gris. Le museau aussi. Quant aux pattes, un peu moins longues, pour éviter les pertes de chaleur. Ils peuvent être aussi lourds, donc avec une morphologie légèrement différente et avec une fourrure plus dense. Il fait pas chaud dans la toundra. Donc tout ça, des adaptations à leur niveau. Autre petite chose, le nombre de louveteaux dans la meute, dans la portée plutôt, est moindre que chez les autres sous-espèces de loup gris. C'est pas facile de s'alimenter dans la toundra, l'hiver est long. Alors, en ayant un peu moins de louveteaux, on s'assure qu'ils soient capables, que la meute soit capable de bien les nourrir. Un cerf de Virginie sur votre gauche, à l'avant. Et on peut peut-être remarquer aussi sur des tas de bouleaux blancs, appelés aussi bouleaux à papier, les lambeaux d'écorce dans le bas qui étaient arrachés. Au printemps, l'ours noir aime bien pêcher la sève de certaines essences d'arbres. Il sève les bouleaux blancs et les sucre. En fait, vous en avez au moins 2 des cerfs de Virginie côté gauche. 2 biches. Chaque hiver ramène les hommes au camp de bûcheron. Au cœur de la forêt, le chantier va durer plusieurs mois. Par des températures de moins 20 et moins 30 Celsius, les bûcherons vont abattre des milliers d'arbres qui descendront la rivière au printemps. Au camp des hommes, les jours se suivent et se ressemblent. Couchés sur leur bed à bœufs, réchauffés par la truie remplie de bois sec, les bûcherons se lèvent au chant de la casserole. Avant même qu'il fasse jour, ils se rendent à la couquerie, où un copieux déjeuner de bines, de grumes, de pain, de confitures et de galettes les attend. Au menu du soir, ils auront droit à un autre bon repas fait de soupe aux pois, de lard, de pain et de mélasse. Du solide. Mais pour l'instant, la forêt les attend. Voilà le camp que partagent le commis et le jobber, le contremaître. Tiens, le commis est revenu du dépôt de la compagnie. Son traîneau est bien plein de marchandises pour le magasin du chantier. Tabac, chaussettes, mitaines. Il ramène aussi de quoi remplir les cuisines. Patates, farine, lard, bines et pièces de viande. Mais pour les hommes, ce qui compte le plus, ce sont les précieuses lettres qu'ils rapportent. Enfin, des nouvelles de la famille. De quoi tromper la solitude. Au chantier, chacun a sa place. Les équipes de bûcherons abattent et ébranchent les arbres. Ils les apportent ensuite près du chemin de halage où les charretiers chargent les billes sur des slips. Les chevaux sont durs à l'ouvrage. Et à l'écurie, on en prend bien soin. Et puis, une chance qu'il y a une forge. Tous les camps profitent du travail du forgeron. Grâce à lui, les outils sont toujours bien affûtés et les chevaux bien ferrés, prêts pour le travail. Ils pourront tirer les slés chargés de bois jusqu'au lac gelé. Le soleil est maintenant couché. Après 12 heures de travail intense, c'est le temps de rentrer au bercail. Même si l'odeur de tabac et de sueur imprègne les murs, même si les poux infestent les couchettes de branches de sapin, le camp reste une oasis de chaleur et de repos. Autour des tables, on retrace les exploits du jour. On s'encourage et on se compte des blagues. Et puis le samedi soir, on se réunit pour une partie de cartes. Et parfois même quelques chansons. Vitre Birnage Canada à l'avant, quelques canards dans le secteur, certains perchés sur l'estacade. On peut jeter un coup d'œil aussi au barrage de Drap, qui retient ici les eaux du lac Montagnet. On en construisait dans le même but, autrefois, retenir les eaux alimentant les moulins, les usines de siège. De ce côté-ci, je pense qu'on a un canard noir, et peut-être un canard colvert de l'autre côté, je le vois moins bien. Canard noir, un excellent indice de l'état de santé d'un habitat. Si vous voyez niché quelque part, soyez assuré que l'habitat est ici.
canards ici sont tous sauvages, on pourrait donc en voir de d'autres espèces. Les barboteurs s'alimentent en basculant la tête dans l'eau, gardant les fesses sorties. Les plongeurs sont plus lourds par rapport à leur taille descendent sous l'eau chercher leur nourriture et en général, ils sont plus enfoncés sous l'eau, leur ligne de flottaison étant plus basse. Il y en aura encore plus de canards, plus de birnaches du Canada au moment de la migration. Il y en a qui vont nous arriver du nord, mais entre autres, pour les espèces qu'on voit ici, ils nichent aussi dans la région et parfois même dans les sentiers de la nature. On devrait aussi voir tout à l'heure les cygnes trompettes et 2 oies des neiges, 3 cygnes trompettes et 2 cygnes des neiges, 3 cygnes trompettes et 2 cygnes. Départ. 3 cygnes trompettes et 2 oies des neiges. C'est que ces oiseaux nous appartiennent. Le poste de traite que nous voyons ici est une reproduction exacte du poste de traite d'Achouat-Mouchouane, avec sa maison, son magasin, la poudrière et le jardin nécessaire à la vie du commis, qui y passe presque toute l'année. C'est ici, sur le coin d'un comptoir, mais aussi au fond des bois ou autour d'un feu, que 2 civilisations se découvrent et s'apprivoisent. Les Blancs, Européens et Canadiens, et les peuples des Premières Nations. En langue indienne, comme on disait, ou en anglais et en français, on échange des marchandises qui permettent aussi de troquer des brins de culture, de connaissances et de sagesse. Lentement, sans vraiment le réaliser, une nouvelle nation prend forme. Une nation aux textures et aux racines aussi variées que celles de la nature qui l'entoure. Il y a un minimum de 4 ours en avant de nous. On voit les cygnes trompettes, ils doivent leur nom qu'ils émettent qui ressemble à cet instrument avant qu'est la trompette. On voit les oies des neiges sur ce plan d'eau, dont une qui est de forme sombre, appelée aussi une oie bleue, une adulte. Plumage foncé, tête blanche. Les juvéniles de cette forme entièrement foncée, celle de forme blanche gris clair, à leur première automne. Soit des neiges, on en verra beaucoup à l'automne, quand ça va être le temps de la migration. Et les niches très au nord dans la toundra arctique et elles hivernent plus au sud. On les voit en migration, surtout à l'automne, parce que l'arrêt est conséquent, alors qu'au printemps, ils s'arrêtent. Mais du côté du fleuve Saint-Laurent, chez nous, elles passent très rapidement. Elles sont pressées de rejoindre leurs aires de nidification. Pour ce qui est des ours, on en voit plusieurs à l'avant. On va les observer d'un peu plus près. J'avais dit 4, j'en vois 5, donc minimum 5. Je vois 5 aussi. C'est super. J'ai repéré des orignaux, il y en a 3 à la mangeoire en ce moment sur la droite. De jeunes mâles. Regardez comment l'animal est haut sur pattes, comment est-ce qu'il est étroit de corps. Leurs longues jambes sont pratiques pour enjamber les obstacles en forêt, bien circuler l'hiver dans la neige, et en d'autres saisons dans les marécages. Le fait d'être étroit de corps, ça leur permet de passer facilement entre les arbres, dans les forêts denses comme les baissières noires de la forêt boréale. Comment dire les peuplements de lunettes noires comme ici à l'entour du lac. Il est aussi l'orignal le plus grand des cervidés, mais c'est au Yukon et en Alaska qu'on trouvera les plus gros, au nord de l'aire de dispersion de l'orignal. Il fait très froid. Là-bas, il y a des mâles qui peuvent peser jusqu'à 800 kg, 1800 livres. Au Québec, un orignal mâle de 1000 livres est une belle fête. Le fait maintenant d'être plus grand et plus gros leur permet d'avoir une plus grande surface corporelle, d'emmagasiner plus de chaleur et de la conserver plus longtemps. Une forme d'adaptation au froid. C'est fréquent d'en voir des orignaux près des points d'eau ici à Breuil, s'y rafraîchissent, s'y protègent contre le harcèlement des insectes et ils s'y nourrissent. Et tout comme le caribou, il s'agit d'excellents nageurs qui nagent à 10 km/h pendant 2 heures sans être fatigués, mais pas de la même façon. C'est lourd un orignal, seule sa tête sur de l'eau quand il nage, ce qui lui permet en se donnant en élan d'atteindre des profondeurs impressionnantes pour arracher les racines des plantes aquatiques dont il raffole. Le caribou lui flotte entièrement au moment de la migration au printemps, ça aussi c'est pratique. Ça lui permet de traverser plus facilement des rivières en crue. Eh bien, on a de jeunes ours ici. Celui qui est à côté de moi doit avoir à peu près 2 ans. Celui qui est sur la droite, on a 1 an et demi. Et c'est une femelle qui est la maman de celui d'1 an et demi qui est à côté en train de s'abreuver. Qu'est-ce qu'il y a?
Elle est probablement gestante. Elle est prise sur le fait à 3 reprises au printemps. Ses petits sont maintenant autonomes. Elle en a eu 3. Il y en a un qui pour l'instant la suit. Et l'autre de 2 ans, c'est son petit copain. Donc à 2 ans, ils ne sont pas encore très gros. Quand ils deviennent autonomes vers l'âge de entre 1 an et 1 an et demi, c'est la première année où ils doivent se débrouiller seuls. Les jeunes ours ne prennent pas beaucoup de poids. Mais entre 2 et 3 ans, on va avoir une bonne différence. Les jeunes mâles ont tendance à s'amuser ensemble. Je présume que celui d'un an et demi qui est en sa compagnie est un petit mâle. Et là, il semble vouloir des fois rejoindre maman. Elle peut les tolérer à proximité, mais elle n'hibernera pas avec eux. Et quand ça fait trop longtemps qu'il les suit, parce que ça peut être d'autres de ses oursons, elle les chasse. Un des ours s'éloigne sur la droite, un autre est à l'avant de moi. Et on a peut-être... on regarde comme il faut. Pas d'autres espèces de quartier. Les peuples autochtones habitent le vaste territoire canadien depuis des milliers d'années. Au Québec, les peuples qui vivent dans la forêt boréale sont surtout associés à la grande famille linguistique des Algonquiens, imposant Kequagami, le lac Saint-Jean, et le territoire des Inuits. On parle de territoire Inuit, mais les 2 premières habitations que vous venez de voir, recouvertes de mousson cri, et le territoire Creel est situé juste au nord de celui des îles. Principalement nomades, les peuples autochtones se déplacent à la recherche de forêts giboyeuses et de rivières poissonneuses, au gré des caprices du climat et du comportement des animaux. Ici, la vie est dictée par le passage des saisons. L'été, c'est l'abondance, le temps de la pêche et de la cueillette. Le camp est installé près d'un cours d'eau et plusieurs bandes, jusqu'à 300 personnes, peuvent vivre ensemble sur un même site. Lorsque l'automne arrive, on veille aux dernières provisions. Il doit y avoir suffisamment de viande, de poissons séchés et de vêtements chauds pour l'hiver. Puis, on déplace le camp à l'intérieur des terres. À la saison froide, la bande est isolée. Lorsque nécessaire, les hommes chassent le gros gibier, orignal ou caribou. Et les femmes tentent des pièges à lièvres. Durant tout l'hiver, sous la tente, on va aux occupations quotidiennes. Et on écoute les aînés raconter histoires et légendes. Donc, le dernier ours qu'on vient de voir, qui suit présentement le train, est un beau mâle, justement d'à peu près 5-6 ans. Il a sa pleine grandeur, mais il va peut-être encore s'étoffer au cours des années à venir. Donc, prendre encore un peu de poids. Mais c'est déjà un très bon mâle. On aura la chance de voir au moins 1 ou 2 bœufs fusqués du côté de la mangeoire. Un animal qui doit son nom à la forte odeur de musc produite par les mâles en période de reproduction. L'odeur de musc elle est produite dans l'urine des mâles, ils n'ont pas de glande à musc. Ah ouais, là-bas. Ils ont par contre des glandes préorbitales situées sur le bord de leurs yeux qui peuvent permettre aux mâles qui frottent leur tête au sol, sur des arbustes et parfois le dos des femelles, d'y laisser des odeurs et de marquer aussi leur territoire, comme avec leur urine. On peut distinguer jeunes et moins jeunes mâles et femelles à leur taille et surtout à leur corps. En se rapprochant, on observera. On va observer la fourrure aussi. Elle est longue, elle est épaisse, elle est chaude chez cette espèce, qui vit très au nord durant toute l'année dans la toundra arctique, qui résiste à l'effroi extrême. Et quelle température supporte-t-il aisément l'hiver? Ça peut aller jusqu'à moins 70 degrés Celsius. Quand on inclut le facteur vent, moins 50, en n'incluant pas. Mais dans la toundra arctique, il n'y a pas d'arbres, les vents voyagent bien et ils sont accostés. Il y a même l'hiver des blizzards qui parfois durent plus d'une semaine, ce qui ne dérange pas cet animal. Mais ça dure longtemps et ils adoptent une stratégie particulière pour y faire face. Ils vont soit former une ligne de défense, en fait, ils vont former une. Là, je suis en train de mélanger 2 choses. Pour se protéger des blizzards, ils vont former un cercle, entourant les jeunes pour les réchauffer et les protéger, éventuels prédateurs, couchés au sol. Ils vont jusqu'à ralentir leur métabolisme en attendant que ça passe,
pour économiser leur énergie. Mais il y a d'autres moments, en hiver, on en voit aussi s'alimenter au sommet de buttes et de collines, où il y a plus de vent. Ils vont l'apprécier, le vent balaie la neige. À ces endroits-là, la nourriture est plus facile à attaquer. À la mangeoire, vous avez 2 femelles. Juste à l'avant de moi, vous avez une petite femelle d'1 an, donc un veau d'1 an. Et à gauche de la mangeoire, un peu à l'écart, c'est un veau d'1 an aussi, mais là, c'est un petit mâle. On a 2 d'1 an, là, comparé à la différence de taille et de corps, qui s'accentuera en vieillissant. Principalement pour les corps. On vient d'observer une espèce qui a aussi frôlé l'extinction, fin 19e siècle, début 20e, ça c'est en partie à cause de son moyen de défense. Il est pourtant très efficace contre ses prédateurs naturels, les loups. Ils vont soit former une ligne de défense, soit un cercle entourant les jeunes. Donc, ils utilisent à peu près la même technique qu'en se réchauffant. Là aussi, ils forment un cercle. Mais là, comme c'est un moyen de défense, ils vont se tenir prêts à charger, ce que les mâles vont faire fréquemment pour repousser les prédateurs et les encorner par la même occasion. Les loups, s'ils veulent un repas, il faut absolument qu'ils soient rapides, qu'ils réussissent à isoler un individu qui est plus faible avant même que le moyen de défense soit mis en place. Sinon, ils restent sur leur faim. Un homme qui est armé d'un fusil s'avère autrement plus dangereux. Heureusement, nous les protégeons et nous le faisons depuis 1910. Plus loin, c'est des tanières d'ours que je vais vous faire observer. On regardera dans la pente côté droit parce que fréquemment les tanières d'ours sont dans les pentes. Dans des sols sablonneux aussi parce que c'est très bien pour l'irrigation. Mais ça peut aussi être installé sous une souche, des racines, un arbre mort, des rochers. Et un ours qui trouve une cavité naturelle comme une caverne l'utilise aussi. Les ours hibernent dans les tanières durant tout l'hiver. Les femelles vont y mettre bas vers le mois de janvier ou de février. Donc les petits oursons s'en en plein cœur de l'hiver, bien au chaud dans la fourrure de leur main. Les tanières que je vais faire observer ont été réaménagées. Elles ont d'abord été construites, un tas de terre embarque l'entrée, sorti justement des tanières quand elles ont été construites, ou par la suite réaménagées. Donc elles seront facilement repérables. Mais il y en a d'autres dans le secteur que vous pourriez peut-être repérer, même si c'est un peu plus difficile. La première sur la droite, dans le haut de la pente. Je m'y attarderai pas. En fait, mon ralentissement est plutôt dû à la sécurité dans la pente. Mais il y en a un autre plus loin où je vais ralentir un petit peu. Les ours hibernent dans des tanières comme celle-ci. Les femelles y mettent bas vers le mois de janvier ou de février. Donc les petits oursons, c'est en plein cœur de l'hiver, bien au chaud dans la fourrure de leur mère. Et les femelles aménagent mieux leur tanière que les mâles. Elles s'attendent des petits. Elles vont à l'automne avant d'hiberner racler tout ce qu'il y a de litière aux abords de la tanière pour en tapisser l'intérieur. Les mâles ne le font pas. Et les tanières bien construites devraient servir entre autres parce qu'elles ne sont pas souillées d'excréments un peu avant d'hiberner. Les ours y cessent de s'alimenter. Ils se forment un bouchon à l'extrémité de leur intestin qu'ils ne perdent qu'au printemps suivant. Quand ils sortent de la tanière et recommencent à manger. Côté droit, on regarde à hauteur de nos yeux, on regarde sur des talles de bouleau blanc, on va remarquer quelques marques de griffes. La tanière aussi entre 2 autres talles de bouleau griffés. La première est à ma hauteur, mais il y en a d'autres dans le secteur. Cette tanière-ci a beaucoup servi à de gros mâles qui ont marqué leur territoire. Elle est là depuis des années, elle resserre fréquemment. Elle n'avait pas servi l'hiver dernier. Mais je pense qu'elle va servir cet hiver. Premièrement, elle a été réaménagée cet été lors de canicules. Je ne sais pas quel ours a fait ça. Même si je m'en doute. Parce que, dernièrement, j'ai vu un gros mâle marquer ce territoire. J'ai vu les fesses d'un autre ours qui visitait la tanière aussi. Pas mal grosse. Donc, probablement le même mâle qui a marqué son territoire. Et c'est probablement lui aussi qui a fait le réaménagement cet été, en prévision aussi d'y hiberner cet hiver. Il y a à l'avant, côté gauche, un pont de bois. Nous allons le traverser. Si vous n'êtes pas très rassuré, vous avez encore le temps de faire une courte prière. Quant aux tanières,
Ou plutôt, pas les tanières, mais les ours quand ils hibernent. Ils n'abaissent pas autant leur température corporelle que des hibernants de plus petite taille. S'ils le faisaient, ils se réveilleraient pas. Du fait de leur poids et de leur taille, la dépense énergétique serait nécessaire pour les sortir de ce profond sommeil. C'est trop important. Mais ils abaissent tout le reste, par contre, de leur métabolisme de beaucoup. Et on considère maintenant qu'on a affaire à de vrais hibernants, même s'il y a encore une controverse sur le sujet. Certains ne veulent pas les classer parmi les vrais hibernants, en disant qu'ils n'abaissent pas autant leur température corporelle et que les femelles se réveillent pour avoir leurs os. La majorité des scientifiques se rangent au fait que ce sont des hibernants. Attention, attention à tous ceux qui ont le cœur fragile ou qui ont peur du vide. Nous allons maintenant franchir le ravin qui longe les cascades de la rivière au saumon. Soyez sans crainte. Le grand tracel, 75 mètres de longueur par 25 mètres de haut, a déjà fait ses preuves. Et 2 fois plutôt qu'une. Les tracels, ou ponts à chevalet, sont l'un des exploits d'ingénierie nés de la construction du chemin de fer au 19e siècle. Fabriqués avec des arbres coupés le long des voies ferrées, ces viaducs permettaient de franchir ravins et rivières en un temps record. Ce n'est que lorsque la ligne de chemin de fer était terminée et rentable qu'on remplaçait le tracel par un pont d'acier. La construction du chemin de fer pan-canadien, long de plus de 6000 km, marque le début du Canada moderne. Grâce à lui, tout prend un rythme nouveau, rapide, enlevant. Est-ce qu'il y aurait un grain rond sur le lac sur la gauche? Est-ce que j'ai bien vu? Regardez dans le coin à peu près à la hauteur, de l'autre côté. Peut-être mal vu. Non, j'ai bien vu. L'œil averti. En mine. Donc, je ne sais pas si certains pourront le voir. Là, je le vois plus parce qu'il était dans le coin. Le grain rond est un échassier avec de longues pattes, un bec fort et pointu lui permettant d'harponner du poisson ou de gober des amphibiens. C'est sa nourriture principale, mais tout invertébré peut rentrer aussi sur son menu. En vol, on le distingue facilement de la grue par le fait qu'il a le cou replié, ses pattes dépassent et il a à peu près la même envergure d'aile qu'une grue du Canada. Deux espèces d'oiseaux qui sont dans les mêmes tons. Donc en vol, la façon de les distinguer, c'est le cou. Les grains ronds nichent dans des érinières en colonies. Des colonies qui sont utilisées pendant un certain nombre d'années, mais à un moment donné, ils vont déménager, la héronière ne sera plus adéquate. Brossouillée par les excréments en fond. On a un os. Regardez ce qu'on voit sur la gauche. Et là, vous êtes chanceux, vous autres. Maman ours en train d'allaiter 2 de ses oursons, une jeune femelle qui en est à sa première portée et qui a déjà 2 oursons. Alors qu'une première fois qu'une femelle est gravide, normalement, elle donne qu'un seul petit. Quand elles sont vieilles, les portées sont moindres aussi. C'est entre les deux que le nombre d'oursons est plus élevé. Ça varie entre un cap, comme un rare cap. Mais si ça arrive. Et en ce moment, on a 2 femelles ayant des petits. Une très jeune qui en est à sa première portée, celle que vous observez. Une plutôt vieille pour la maternité, elle en a 2 aussi. Les portées ont lieu aux 2 ou 3 ans, normalement. Et c'est pratiquement toujours aux 2 ans. 70, le pourtour du lac Saint-Jean est frappé d'incendie. De Saint-Félicien jusqu'à Chicoutimi-Nord, soit 160 km de distance, les forêts, les champs, les maisons et les granges sont rasées. C'est la dévastation. Mais la nature se prépare déjà à renaître. Avec en prime une surprise de taille, le bleuet. Cette petite baie indigène prolifère très vite dans la région incendiée et laisse un héritage écologique qui fait encore aujourd'hui le délice des plus gourmands. Chaque année, il y a plus de 9000 feux de forêt au Canada. Les feux de forêt détruisent la faune et la flore. Ils réduisent en cendres des milliers d'hectares de bois d'œuvre et menacent des vies.
Mais d'un point de vue écologique, ces feux sont nécessaires à la santé des écosystèmes. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le feu permet à la forêt boréale de se régénérer de façon naturelle et d'assurer son existence à long terme. Vous avez une femelle wapiti sur votre gauche aussi. Des wapitis, il y en a déjà eu dans le sud du Québec et de l'Ontario, malheureusement. Une chasse abusive et la destruction de leur habitat a adminé ce superbe cervidé de l'est du pays pendant près de 200 ans. À l'époque, on les retrouvait dans la vallée de l'Outaouais, près de la capitale fédérale, près d'Ottawa, où poussaient de magnifiques pins blancs qui ont été coupés pour alimenter l'industrie navale anglaise. Ça a servi entre autres à faire quelques mâts de navires, mais ça l'a aussi servi comme bois d'œuf. Une autre femelle wapiti côté gauche, un cerf de Virginie, une femelle aussi, sur la droite. À l'époque, c'était les guerres napoléoniennes en Europe, début 19e siècle. Le commerce maritime était perturbé, l'Angleterre s'est tournée vers le Canada, une colonie anglaise à l'époque, pour se procurer du bois, et ça a aussi marqué les débuts de l'exportation du bois pour le Canada. Maintenant, je crois avoir parlé aussi de chasse abusive. Pas de limite de chasse à l'époque. On chassait tant qu'on en avait besoin. Pour la viande, pour la peau, qui pouvait servir à faire des vêtements ou autre, ou la vente. Et dans le cas des wapitis, ils ont été chassés aussi pour 2 canines situées sur leur mâchoire supérieure, vestiges de temps très anciens, qui ne servent plus à rien de nos jours pour un herbivore, mais qui, malheureusement, à l'époque, a attisé la convoitise des premiers colons qui s'en sont servis pour se fabriquer des bijoux. Mais un incendie, certaines espèces repoussent naturellement. C'est le cas de l'épinette noire, du bouleau blanc. Le peuplier faux-tremble, lui, crée de nouvelles tiges à partir de ses racines. Pour le pin gris, c'est une reproduction accélérée qui commence, puisque la chaleur permet l'ouverture simultanée de milliers de cônes recouverts de résine. On a pu revoir un cerf de Virginie aussi, une espèce sédentaire. Quand ils sont poursuivis, ils ont préféré tourner en rond sur leur territoire, plutôt que de le quitter. Ils en connaissent tous les recoins, territoire variant quand même beaucoup, entre 20 et 150 hectares. Il dépend de la qualité de l'habitat, et plus le territoire il est riche, moins il a de besoin d'être grand pour subvenir aux besoins de l'animal. Le Norial est poursuivi, qu'est-ce qu'il fait? Il est beaucoup plus nomade, il y a de bonnes chances qu'il déménage. Quant à nous, on sera bientôt de retour dans les prairies, on regardera un petit peu plus loin pour repérer nos songeurs, pas tout de suite, il n'y a pas de terrier. On regarde plus d'une fois chaque secteur, et des 2 côtés de la balade, jusqu'au ranch. Ils sont des prédateurs, ils rentrent rapidement dans leur terrier, mais peuvent en sortir rapidement aussi. Maintenant, on pourrait être chanceux et voir d'autres bêtes, moins sédentaires aussi dans la prairie. Autrefois, il y avait beaucoup de bisons dans les grandes plaines de l'Ouest. Avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique, entre 40 et 60 millions. Mais vers 1893, c'est l'année où on a décidé qu'on les sauvait, les bisons. Il n'en restait plus beaucoup. Quelques centaines de bisons des bois, environ 1 millier de bisons des plaines. C'est une des espèces de mammifères terrestres à avoir frôlé du plus près l'extinction. On les a chassés pour leur peau, à l'aube de leur industriel, ça a beaucoup servi à faire des courroies pour la machinerie. Leur chair, elle a nourri les travailleurs du chemin de fer. Ceux qui ont construit les grandes voies transcontinentales qui ont traversé de part en part l'Amérique du Nord. Avec leurs os, on a fait de l'engrais et malheureusement, on les a chassés aussi, dans le seul but de la famille, les Amérindiens. Il y a des bernaches du Canada à l'avant de nos côtés gauche. On a beaucoup d'herbivores, même si pour l'instant ça me semble tranquille dans les prairies. Jamais on a à passer la tondeuse. Il montre que de terre servant de poste de guerre aux petits rongeurs ne sont pas très hauts. Ça aurait pu au besoin mesurer 3 ou 4 pieds de hauteur, un peu plus d'un mètre. Surtout pour être un bon poste d'observation, mais ça sert aussi de digue, pour empêcher l'eau d'entrer dans les terriers sans faire l'entrée. À partir d'ici, on commence à surveiller. Il y en a un à l'avant de moi sur la gauche. Trouvez-vous que ce petit rongeur ressemble à un chien? Pas vraiment, hein? Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle des chiens de prairie? Il y en a un autre du même côté, à ma hauteur. C'est à cause d'un de leurs cris qui lui ressemble un aboiement. Ils peuvent s'alimenter
d'herbes. Ils peuvent s'alimenter aussi de ces graminées qu'on observe, les fléoles des prairies, qui ne plaisent pas aux autres herbivores comme les bisons que finalement on revoit partout. Maintenant, à l'intérieur des terriers des chiens de prairie, et j'en revois de chaque côté à l'avant. Plusieurs chambres à coucher, toilettes, la cuisine et les dehors. Se nourrissent de plantes herbacées, de quelques insectes, ils se passent d'eau. Ils vont trouver toutes celles dont ils ont besoin. Dans les plantes vertes qu'ils consomment. La plupart de leurs terriers sont reliés entre eux par un réseau de tunnels et on a ici à 3 ou 4 mètres de profondeur. Véritable ville souterraine aux chiens de prairie. Une ville qui a ses quartiers, ses maisons, car les terriers qui sont reliés les uns aux autres, ce sont ceux des individus qui font partie d'une même coterie, d'un même regroupement social quand on est à chien de prairie. À la même hauteur, il y en a encore au moins un sur la gauche et à l'avant sur la Je sais pas droite. ce qu'il ferait mon chat. Il serait attrapé. Il le regarderait bizarrement. Autre activité qu'on aurait pu observer, les travaux de construction, ce qui est fréquent près des puits. Et parfois, en après-midi, quand il fait beau et chaud, on peut en voir les ardillers à l'entrée de leur terrier. Ici, notre colonie n'est pas très nombreuse. Donc, ils sont peut-être un peu plus occupés, ou sinon, ils préfèrent se mettre à l'abri. Mais ça arrive quand même qu'on envoie les ardillers à l'entrée de leur terrier. Le Klondike, promesse de richesse et de prospérité. Depuis 1850, l'Ouest succombe à la fièvre de l'or. Des centaines de petites communautés se développent. Plusieurs activités économiques en profitent. Entre autres, l'élevage de bétail. Il y a quelques instants, j'ai vu un petit rongeur sur la droite faisant le guet. C'était une marmotte commune. Peut-être qu'il va se remontrer. La marmotte commune est la cousine québécoise du chien de prairie. Plus grosse, plus foncée, plus solitaire, son terrier moins profond. On la voit là. Et elle hiberne plus profondément. Elle doit aussi s'abreuver. Elle serait moins bien adaptée que ses cousins pour vivre dans les régions sèches et arides, comme les prairies américaines et canadiennes. Cette époque marque la naissance des ranchs. Quelques-uns de ces ranchs sont de véritables empires. Ils s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés. D'autres, plus modestes, un peu comme celui que vous voyez ici, ressemblent à des fermettes familiales. On y fait l'élevage bovin ou de moutons et la culture des céréales et des plantes fourragères. Plutôt que de mettre tous leurs œufs dans le même panier, plusieurs colons préfèrent diversifier leurs activités. Le peuplement de l'Ouest canadien contribue grandement à l'essor de l'économie nationale, mais évidemment, l'occupation très rapide du territoire exerce une pression sur l'environnement. L'élevage entraîne une exploitation intense des prairies naturelles et la concurrence entre le bétail et les espèces sauvages qui se nourrissent aussi dans les pâturages. Parlant de bétail, vous venez d'observer des vaches à longues cornes. Leurs cornes, elles poussent durant toute leur vie, elles deviennent très longues, ce qui est à l'origine de leur nom. Surtout que mâles et femelles ont des cornes chez ces vaches. Elles nous viennent du Texas et on les élevait autrefois autant pour leur gras, avec lesquels on s'éclairait, que pour leur viande. Les besoins accrus en terres agricoles et en prés encouragent la chasse massive du bison. En Amérique du Nord, plus de 40 millions de bêtes sont tuées en moins de 50 ans. Une extermination presque totale. Affamés par les fermiers qui les ont privés de leur nourriture, les autochtones des prairies sont forcés de quitter leurs terres ancestrales pour aller vivre dans l'espace restreint des réserves. Bref, en 40 ans, tout change dans les prairies. La population passe de 40 000 personnes à plus d'1 300 000 habitants. Et la plupart s'installent sur des fermes. Il y aura un camp de trappeurs un peu plus loin, situé sur la droite, en retrait de la route, et je devrais pas m'y attarder. Le trappeur, notre fameux coureur des bois, est une figure mythique du paysage canadien. Il incarne l'esprit d'une époque où le pays était encore à faire, où les forêts vierges étaient gages d'aventure et surtout de liberté. À l'abri dans sa cabane de bois rond, le trappeur a choisi un mode de vie ni occidental ni amérindien. Il perpétue une activité millénaire en empruntant le meilleur des deux mondes. Au Canada, encore aujourd'hui,
Plus de 80 000 personnes font du piégeage commercial. Près du tiers de ces trappeurs sont autochtones. Ils préservent les pratiques de chasse traditionnelles et ancestrales, propres à leur culture. Vous l'avez sûrement constaté, on a pas mal d'épaulettes noires ici. Beaucoup de jeunes, des épaulettes noires également. Donc, dans le parc des sentiers de la nature, il y a de la régénération naturelle, constituée principalement d'épaulettes noires. Et les chanceuses, au point de vue alimentaire, elle n'est pas très appréciée dans les espèces animales du parc. Ça lui donne une bonne chance. Et elle compte sur un second mode de reproduction qui est très efficace, en plus de se reproduire par graines, comme les autres arbres.